retrouve donc à seulement 2, hélas, Rutil, tu nous manques, pour discuter un petit peu de cette décennie yaoi, de ce qui a changé, de ce qui a évolué. Je vais pas faire un tour de table parce que ça va juste être un espèce de frisbee de table qui va me revenir dans la gueule. Et j'invite Radek qui nous aide à participer hors champ si il souhaite commenter pour animer un petit peu notre discussion. C'est ça, jamais à l'écran mais toujours dans votre cœur. C'est ça. C'est très bien dit. Moi, l'évolution que je vois entre 2010 et 2020, en fait, donc je me suis un peu amusé à regarder les titres, moi, qui m'avaient marqué année par année sur toute la décennie. Donc ce que j'ai observé, c'est qu'en gros entre 2010 et 2012, t'avais en gros 2 éditeurs qui dominaient le marché, qui étaient Asuka et Taifu Comics, avec des lignes éditoriales assez différentes. C'est-à-dire que Asuka a vraiment sorti les best-sellers japonais, donc qui étaient extrêmement attendus en France, Viewfinder, Jojo Romantica notamment. Ouais. Là où Taifu Comics proposait des autrices qui certes étaient déjà lues en scan, etc., mais qui n'avaient pas la portée des best-sellers qui étaient Viewfinder ou Junjo Romantica. Donc ça a été à peu près de 2010 à 2012. Et ensuite, Asuka a arrêté de sortir des nouveaux titres, des nouvelles séries. Donc il y en avait un peu que Taifu Comics et un tout petit peu Tonkam, mais qui sortait essentiellement du Pyoko Chitose. Donc voilà. C'est qui a fait quoi donc? Oh, tu ne connais pas Pyoko Chitose. Ça a l'air d'être tristement célèbre. Ah oui, bah elle pourrait finir dans les chroniques de Rutil, parce qu'au niveau du style, on est pas loin avec le côté visage anguleux, corps disproportionné, etc. Je vais googler ça. Donc Tonkam nous a abreuvé de ça sur une très courte période. Heureusement ils se sont rattrapés avec des titres un petit peu mieux, mais toujours sur une très courte période. Tonkam, c'est quand même le premier éditeur français à avoir publié du yaoi en France, donc c'était vraiment le dinosaure qui s'est vraiment éteint au début du coup des années 2010, et ensuite t'as Asuka qui s'est éteint un petit peu après, si tu m'as dit. Oui, à peu près sur la même période. Enfin, disons que Asuka a continué à sortir des titres yaoi, mais pas des nouvelles séries, pas des nouveautés. Ah, ici. Et Taifu qui avait commencé avec Gravitation, du coup milieu 2000, qui est le seul survivant de ces années-là, de cette période, le vétéran. Ouais. Et du coup, si tu poursuis donc du coup on a un espèce de creux du fait de cette déclinaison de Asuka et de Tonkam. On a un espèce de creux entre 2013 et 2015 où on avait des titres très sympas, mais beaucoup moins nombreux que les années précédentes. Et on commençait un petit peu à tourner en rond, donc avec Asuka qui continuait à sortir les suites de séries qu'on avait appréciées au tout début des années 2010, donc on tournait un petit peu en rond. Et heureusement, Boys Love IDP, sur ses débuts, a quand même sorti beaucoup de titres qui étaient pas forcément les plus quali, qui n'ont pas été ceux qui nous ont le plus marqué. Ils ont acheté un catalogue entier, du coup il n'y avait pas de sélection, je crois, du coup c'était genre... C'est ça, et on était abreuvés de titres, mais qui n'étaient pas forcément les plus marquants. Ah, et de magnifiques petits goodies. Exactement. Et beaux mugs de Boys Love DP. Je ferai un petit zoom là pour bien voir le logo. Ah oui, il faut le voir, hein. Mais en plus là, pour le coup, c'est une pote qui était là au début de Boys Love IDP, qui s'est abonnée tout de suite, qui avait toute leur box, et je lui ai dit passe-moi un des mugs, et elle m'a donné celui qu'elle aimait pas, donc j'ai le plus moche de sympa, hein. Et donc justement, à peu près quand Boys Love IDP a commencé à évoluer, donc en changeant par exemple son logo et en lançant la collection qui s'appelle Hana, c'est là qu'on a commencé à avoir des titres un peu différents de tout ce qu'on avait pu avoir avant. 2016, alors je vous invite à vous replonger dans les titres de 2016 parce que c'est vraiment l'année où on a été abreuvé d'excellents titres. C'est là que sont sortis les premiers tomes de Hidamariga Kikoeru, de L'étranger de la plage, alors pas chez Boys Love IDP mais chez Taifu Comics, c'est là qu'est sorti le premier tome de Given. Enfin vraiment l'année 2016 ça a été une année fleuve et je pense qu'un très bon cru, et c'est un peu ce qui a permis je pense de relancer le marché et l'intérêt pour le marché, et surtout d'élargir le lectorat. Moi je rencontre beaucoup de lecteurs et de lectrices qui
qui se sont mis au Boys Love autour de ces années-là, parce qu'il y avait du bruit positif autour de ces nouvelles autrices qui, elles, par contre, sont connues au Japon dès le début des années 2010, mais qui ont mis quelques années à arriver en France. Et donc, depuis 2016, on assiste vraiment à une diversification du genre, et avec des titres très variés, dans des domaines très différents, et surtout, contrairement à ce qu'on a pu avoir donc, dans le creux de 2013-2015, on a quand même une très grande majorité de titres très qualitatifs. Ça peut nous sembler normal aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, moi j'ai commencé à faire mes tops en vidéo, mes tops yaoi, je crois vers 2016 ou 2017 en tout cas, et j'ai tout de suite eu du mal à choisir, à me limiter à 10, ouais. Je faisais toujours des doubles numéros parce qu'il y en a beaucoup plus de 10 bons qui sortent quoi, par année. Du coup, quand tout le monde, à l'époque il y avait encore la légende noire du yaoi, c'est de la merde, c'est que du viol, et déjà au moment où je me suis vraiment plongée dans le fandom yaoi, donc vers ces années-là, c'était plus vrai en fait. En parallèle, pour ce qui s'est produit niveau indé, il y a quelque chose d'assez similaire qui s'est produit. La production indé, dans ce qui se retrouvait en fanzine yaoi, l'autoproduction yaoi en fait a anticipé l'édition, c'est-à-dire qu'il y avait des recommandations de mangas qui n'étaient pas disponibles en France, des critiques de mangas pas disponibles en France, publiées dans des fanzines des fin 90, début 2000, et donc elles ont anticipé la publication de pas mal de titres, elles les ont attendus avant qu'ils sortent en fait. Tonkam s'est rendu compte de l'intérêt, Azuka aussi avec B-Boy, donc le magazine de prépublication yaoi, et oui, du coup, petit à petit, cette production de critiques et tout ça a transité vers Internet. Maintenant, c'est plus... toi, t'as démarré fin des années 2000 avec ouais, exactement, Yaoicast, où d'un seul coup, il y a eu plein de blogs de recommandations, de groupes Facebook, et tout ça, ça a transité, en fait. Il y avait déjà des mailing lists avant, mais c'était moins... production indépendante a aussi explosé en fait en parallèle de l'édition. Là je vous ai mis pour illustrer la décennie quand même la production de Cloverdot sur la série Chocolat Noisette, dont le 9e tome est sorti en 2019 et dont le premier tome est sorti, en tout cas le dépôt légal est en 2009. Donc on a une série indépendante française qui a 10 ans, 9 tomes, donc quasiment un par an, mais il y a eu une pause et il y a eu une époque où elle faisait plus de tomes que ça. Et vraiment, Cloverdot c'est un des... je le dis avec toute la gentillesse, l'amour et la bienveillance, c'est un dinosaure du yaoi français, du yaoi made in France. Et ce qui est marrant, c'est que la série a tous les tropes qu'on trouvait dans les premiers yaoi publiés, le côté très comédie, plein de SD et tout ça, et a gardé cet esprit-là jusque dans les derniers tomes. Mais déjà, on avait la patte française où on était quand même sur un récit, un chouïa plus réaliste entre guillemets que ce qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Moi, ce que je trouve typiquement français, c'est quand même que le mec rencontre son plan cul sur un forum où il s'embrouille pour de la politique, je crois. Donc c'était comme, non mais c'est tellement... Ouais, c'est vrai. Et oui, donc, et la production yaoi, on le voit... pas amateur mais indépendante, a véritablement explosé. Je pense parce que les moyens se sont démocratisés. Il y a eu Pixar qui est arrivé, qui a permis d'imprimer des fanzines de qualité. Ouais, je l'ai remarqué, il y a eu un boom vraiment vers ces années-là, vers 2016-2017, d'un seul coup. Quand j'allais à Japan Expo, je ne devais pas chercher pour trouver du yaoi. Je repartais avec des sacs comme as de yaoi. Ouais. Mon loot, si on regarde, depuis 2014, je fais des photos de mes loots Japan Expo. Avant, j'arrivais à tout faire tenir dans une photo, c'était simple, j'avais un petit carré et puis il y avait tous mes titres. Maintenant, ça prend, je les étale par terre, ça prend limite toute l'ampleur du plateau. Ouais. C'est quelquefois des jeunes autrices, des jeunes autoristes qui sont pas forcément très assurées dans leurs traits ou dans leurs histoires, mais j'ai envie de les soutenir. Mais il y a quand même une qualité assez extraordinaire parce que tous les élèves en école d'animation qui viennent faire du fanzine de toute façon. Donc, Alors on a oublié d'en parler au moment de l'enregistrement parce qu'on avait eu une discussion en off sur le sujet. C'est le souci des discussions en off. On a oublié qu'on ne l'avait pas encore dit face caméra. Mais bref, il faut quand même mentionner la YCon, icône de Yaoi Events, dont la première édition s'est tenue en 2011 et dont la prochaine édition se tiendra en 2020. Ça a commencé à Lyon, ça s'est déplacé à Paris en 2016.
Et c'est une convention dédiée aux homoromances et en particulier au yaoi, c'est quand même le genre qui a le plus de succès et ça permet une véritable émulation, des rencontres autour du yaoi et aussi de se mettre en contact avec pas mal d'artistes européennes parce qu'il y a des anglaises, il y a des allemandes, il y a des italiennes, il y a des portugaises, il y a des espagnols. C'est vraiment cool de voir tout ce beau monde spécifiquement autour du yaoi parce qu'on est un petit peu perdu à Japan Expo même s'il y a beaucoup d'artistes yaoïstes. Et donc merci quand même à toute l'équipe de Yaoi Event si vous nous regardez, si certaines personnes nous regardent, de permettre tout ça, c'est vraiment top et j'ai hâte de venir à la prochaine édition si j'arrive à choper un stand, ça va être la guerre. Et puis quand je parlais de démocratisation, il y a aussi le fait qu'il y a une énorme production en ligne, en fait, des gens qui vont ensuite faire crowdfunder leur BD et donc qui vont pouvoir avoir l'argent pour les imprimer grâce à ça, parce qu'il y a plein de plateformes qui sont apparues, qui viennent de Corée, qui viennent des États-Unis. Il y a le webcomic américain qui s'est développé, il y a le webtoon coréen, et en parallèle de ça, en ligne, il y a aussi, je voulais le noter, les grosses communautés internationales autour des danmei chinois, donc qui permettent de faire aux amatrices chinoises de BL de faire leur production pirate avec des mots à double sens si j'ai bien compris. Mais ce qui est drôle c'est que les webtoons coréens, alors j'ai moins vu et lu de chinois, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression de lire des mangas yaoi que nous en France on a eu au début des années 2010. Ouais, ça avec alors pas les mêmes graphismes parce que vraiment c'est très propre à chaque pays, mais avec un petit peu plus de différenciation entre le Wookiee et le Seme. Voilà, on retrouve un peu toutes ces vieilles habitudes entre guillemets, enfin qui nous paraissent vieilles puisqu'on les avait, ça fait 20 ans. C'est ça fait 20 ans qu'on les voit, mais du coup voilà, donc je sais pas trop quel est l'historique dans ces pays-là, mais j'ai l'impression que vu que c'est un peu le début entre guillemets du boys love, du yaoi dans ces pays-là, peut-être que voilà, il y a au début un peu ce calque qui est fait sur de plus anciens titres qu'on peut trouver au Japon. Il y a eu aussi des espèces de... Est-ce qu'on peut parler de transhumance, de déplacement massif pour les productions de fanfiction? Il y a des plateformes qui sont nées, qui sont mortes. Donc on a eu Facebook qui a été quand même une grosse plateforme yaoïste. Toi t'étais déjà sur Twitter, tu m'as dit en 2010. Ouais. C'était quand même les débuts quoi, mais maintenant j'avais pas le nombre de followers que j'ai aujourd'hui quoi, ça c'est sûr. Ouais, mais et entre-temps, il y a eu Tumblr qui a vécu et qui est mort. Parce que maintenant sur Tumblr, on ne peut plus publier de cul, parce que c'est devenu une plateforme familiale. Et donc, on a perdu énormément d'œuvres magnifiques. Il y a Instagram qui est utilisé, mais pour le cul, non, parce que clairement, vu que ça appartient à Facebook et que Facebook est... les gens font des versions censurées, moi j'en vois passer. Des versions non censurées ? Des versions censurées, j'en vois passer avec des petits smileys et tout ça. Oui, d'accord. Mais parce que sinon, Instagram, particulièrement le moindre téton, c'est niette, quoi. Après, pour Twitter, il y a des stratégies qui se mettent en place parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vraiment utilisent Twitter comme plateforme principale et elles vont publier un petit morceau. En vrai, Twitter, si tu publies du cul, généralement, on va pas t'emmerder. Soyons francs. Surtout qu'il y a passé en 18+, mais ça t'interdit pas genre de publier quoi. Mais beaucoup, comme par respect en fait pour les gens qui veulent pas tomber sur un truc porno sur leur timeline, ça m'arrive régulièrement sur Twitter, mais je trouve que c'est quand même bien de prévenir. Mettre un petit morceau de l'illustration qui est safe for work et ensuite tu cliques sur un lien auquel tu peux accéder quelquefois uniquement si tu es abonné à la personne et tu tombes sur l'illustration au complet qui peut être très très explicite. Donc Twitter, nouvelle plateforme de l'avenir pour le yaoi. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ça bénéficie un peu du fait que c'est la jungle en fait. Pour le moment, Twitter c'est très très mal régulé, je trouve. Surtout, en fait, ils assument quelque part ce côté-là. Il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs porno sur ce réseau-là, et il y a aussi un filtre qui fait que tu peux activer ou désactiver le fait que les contenus sensibles apparaissent automatiquement ou non. Donc je pense qu'ils savent très bien que ça y est dessus et que ça ne les dérange pas plus que ça. Pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, et puis ça va être acheté par Google, ça deviendra une plateforme familiale. Exactement, j'allais dire, enfin ça sera comme ça jusqu'à toujours étant le moment où un espèce de géant puritain les rachètera. Ouais.
C'est ça. Bah, on remigrera, on refera une transhumance. Mais du coup, pour les fanfictions, en France, il y a HP Fanfic qui a chuté et c'était quand même la grosse plateforme de publication de fanfiction Harry Potter. Je crois que c'était milieu des années 2000 que ça s'est écrasé parce que moi j'avais publié des fanfics début des années 2010. Début 2010, j'avais publié dessus. Genre jusqu'à 2012-2013 c'était bon et puis après je crois les fanfics sont toujours trouvés dessus mais avec genre des points d'interrogation à l'envers au milieu des phrases. C'est mort. Ouais. C'est mort. Et puis il y a eu la grosse migration de fanfiction.net, FFnet à AO3, Archives of Our Own. Donc nos archives, Archives of Our Own. Je vais pas le traduire, Archives of Our Own, mais c'est super chiant à prononcer pour un francophone. Sur AO3, sur Archive AO3. of Our Own. Cette plateforme-là qui est faite donc par des autoristes de fanfic pour des autoristes de fanfic. Ça se trouve, ironiquement, on va tous finir sur JVC, ça vu qu'il n'y a pas de modération. Le yaoi sur JVC. Je sais pas, hein, ça se trouve, 2025, JVC, tu sais, plus gros endroit où on balance du porn et du... Le scénario catastrophe. C'est ça. Sinon, pour d'autres fictions peut-être plus originales qui vont être moins basées sur des fandoms, les petites jeunes filles qui écrivaient leurs romances ou leurs romances gays Tokyo Hotel sur Skyblog dans les années 2000 ont migré sur Facebook, puis ont remigré vers Wattpad qui a aussi émergé dans ces années-là sur papier. Il y a eu plein de tentatives en fait entre 2010 et 2020 de créer un marché du roman, de la romance M/M. Donc entre 2010 et 2020, toutes ces tentatives-là, il y a eu par exemple Harlequin qui a tenté de lancer des collections du coup centrées sur les romances gays. Il y a Brajlon, leur collection chez Milady, sous leur label Milady, ils ont publié pas mal de romances beat-lit gays, de ces gros géants de la romance. Il y a plein de petites maisons d'édition qui ont émergé. Les petites maisons d'édition ont plus de potentiel pour tirer leur parti de la niche yaoi que les grosses maisons d'édition qui vont toujours être déçues du blé investi là-dedans, alors que encore aujourd'hui, même si le public du yaoi s'est diversifié et que il a grandi aussi, grandi dans le sens des gens ont vieilli, mais aussi il y a plusieurs générations qui sont arrivées, donc il y a plus de gens. Ça reste, je pense, une niche. Oui, en termes de manga, pour vous faire une idée, un énorme best-seller, ça va être 4000-5000 exemplaires vendus en France. Là où au Japon, par exemple My Pretty Policeman, je sais pas de la vie d'épée, au Japon en 2 tomes ça s'est vendu à 200 000 exemplaires. Wow. Il y a vraiment un public très large. Ou alors genre des gens qui achètent plus, je sais pas. Cela dit, c'est toujours plus qu'aux États-Unis. Ouais. Et aux États-Unis, il y a plus de surface. Plus le pays est petit, plus il achète de Boys Love. C'est la nouvelle théorie. Ça se trouve au Luxembourg. Au Liechtenstein. Du coup, pour conclure, je voulais revenir et peut-être même te poser la question à toi, Radek, sur votre ressenti personnel de cette décennie yaoi. Comment vous l'avez vu passer? Qu'est-ce qui a évolué pour vous? Comment vous y avez été confronté? Ça a grandi pour vous, etc. Et on va commencer par Nico. Moi, 2010, c'est quasiment ma découverte du yaoi. Je l'ai découvert avec la sortie du magazine de prépublication B-Boy français, donc en 2009, juillet 2009. Donc voilà, 2010 c'est la découverte et 2019 j'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années de masse yaoi qu'on a pu avoir, donc avec des titres peut-être un petit peu moins marquants au début des années 2010 et une évolution qui va vraiment dans le bon sens et ça se voit par ce que les gens disent du Boys Love, puisque aujourd'hui on dit un petit peu plus Boys Love, j'ai l'impression en tout cas. Donc voilà, l'évolution à la fois donc, du genre chez nous, et la bonne chose c'est que ça se ressent et que ça permet de recruter des nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices. Et donc je pense que le Boys Love a un bel avenir devant soi dans les années 2020, en tout cas je l'espère, et je pense que là ça va être vraiment la décennie de la conquête et d'essayer d'élargir encore, ouais exactement, on va essayer de convaincre autant de gens qu'il peut y avoir de fans de Boys Love au Japon, et au Japon aussi ils ont l'air décidés à
développer encore plus le genre, puisque en 2020 on voit que par exemple il y a plein de films d'animation qui vont sortir en boys love, To Story Boys Never Fly, L'étranger de la plage, entre autres, et toujours des adaptations en film live, notamment Love Stage, dont on verra dans les news. Tu parles comme un missionnaire. Mais c'est une mission de convertir et de convaincre les gens que tout le monde peut se retrouver dans le genre du boys love, tellement il est varié aujourd'hui, vraiment. Ma vision de moi de comment c'est développé ces dernières années, c'est particulier, c'est la raison pour laquelle je suis derrière la caméra et pas devant la caméra, c'est bêtement que moi j'en lis pas du yaoi, tu vois. Je dis pas que je lis pas de manga, je veux dire là on est chez moi, vous voyez ma bibliothèque, il y a 2-3 séries sur les marches, mais c'est littéralement tout ce que j'ai en fait. Mais par contre, je consomme pas directement des homoromances, mais j'ai commencé à shipper moi dans les années 2010, après tout le monde, en découvrant ce que c'était. Moi c'est simple, le premier couple que j'ai shippé, c'était Asami et Korra dans La légende de Korra, c'est pour ça que malgré le... Et c'est pour ça qu'en plus moi j'ai vu ça se concrétiser, donc même si c'est archi light, que c'est vraiment que dans les comics que elles s'embrassent, que ça a été censuré de fou, que politiquement la série genre développe des trucs mais s'arrête trop tôt, ce qui fait que la conclusion est souvent très réactionnaire. Moi j'ai eu le plaisir, tu vois, dans la première œuvre où j'ai shippé des personnages, de voir le ship s'officialiser. Et en fait, tu vois, c'est con, mais maintenant je me rends compte que dans tout ce que moi je consomme, qui du coup, moi je consomme pas spécifiquement d'homoromance, j'adore quand il y en a dans ce que je consomme, mais je les vise pas spécialement parce que je vise pas directement la romance, et malheureusement, dans les trucs un peu plus mainstream, il y en a pas. Mais par contre, je vois de plus en plus du shipping, et c'est ouf de voir comment maintenant... tu vois, je regarde un trailer de quelque chose que je regarde et tout, et que je vois que dans les commentaires les gens se disent ah putain, les gens vont encore shipper, ou les gens, mais tu vois, ils en parlent, et avant ils en parlaient juste pas. T'avais une niche qui le faisait, t'avais trois personnes qui le faisaient dans leur compte sur Tumblr, et que maintenant tu vois ils prennent tellement de place, ils font tellement de bruit et tout, parce qu'ils sont artistes, en fait ils sont la patate maintenant, les fandoms, tu vois, et que du coup les autres en entendent parler en fait, et je pense que c'est la vision que j'en ai eu moi, c'est-à-dire à commencer à shipper un peu avant 2015, et de voir comment ça se développe de plus en plus après 2015. Vraiment, je trouve que 2015-2020, c'est là où dès que quelque chose sort, dès qu'une série télé sort, dès qu'un truc sort et tout, tu vois, les gens ils y vont mais oui, les gens ils sont là genre, mais ça c'est la génération Z là, les 2000, c'est les 2000, mais c'est les meilleurs les 2000, moi je les adore, tu vois. Maintenant dès qu'un truc sort, ils sont là genre c'est gay, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est trop ça, tu vois. Le moindre Marvel qui sort et tout, tu vois, le fandom de base peut plus en parler sans se dire il y a cet autre fandom qui est à côté et qui un peu, qui force ces trucs, vu que les trucs ne sont pas représentés à l'intérieur, alors qu'avant j'en entendais pas parler, quoi, tu vois, même si ça existait. C'est marrant, j'ai écrit un papier spécifiquement là-dessus par rapport à l'attaque des Titans. Je vais pas développer, mais oui, le fait que maintenant on peut plus éviter ça, même si ça reste une zone de niche, effectivement les gens en prennent compte. Et le yaoi qui était un peu genre déjà quand j'étais ado au lycée, mais ça se savait dans les cercles de fanzineux en fait. Les gens étaient là, ah c'est les fans de yaoi, encore ces meufs bizarres qui viennent à Japan Expo et tout ça. C'était vraiment ce petit truc de meufs perverses qui étaient 20 à tout casser, qui faisait chier les vrais fans de manga, je sais pas quoi. Et puis maintenant, c'est juste, elles sont posées quoi. Aujourd'hui, elles ont pris leurs aises. le yaoi, le boys love est discuté au milieu d'autres mangas. Je veux dire, avant c'était vraiment, il y a les fans de yaoi et de l'autre côté les fans de shonen, de shoujo, etc. C'est pour ça que quelque part, tu vois, les critiques du yaoi dont vous plaignez genre légitimement, c'est presque le revers de la médaille en fait. Mais c'est presque ça, tu vois, du fait que ça se démocratise, et que du coup, tu sais, les gamins de maintenant qui se ramènent et qui ont leur truc un peu officiel, ils retombent là-dessus, et ils ont... Ils voient les vieux trucs expérimentaux avec des dessins un peu moches, un peu bizarres, et des relations dégueulasses. Ils sont comme quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, mais justement, c'est pour ça que c'est vraiment trop cool de leur expliquer d'où ça vient et qu'ils comprennent la portée politique du truc, tu vois. Mais de l'autre côté, tu te dis, mais c'est peut-être effectivement un revers de la médaille, je sais pas. Non, mais oui, moi c'est ce que je disais. Ce que je pense, c'est. Ça s'ajuste là. Ça grossit, ça se réajuste, ça bouge en tout cas. Et du coup, je pense que ça va continuer à bouger dans les années 2020.
Et on a conclu. Ce qui est pas très sûr si Disney continue de racheter tout l'entertainment en vrai, parce que ça se trouve, tu vois, en 2030, tu refais le JT du Yaoi épisode je sais pas combien, tu sais, et que t'es là genre oui, alors ça fait donc 5 ans que Disney possède l'intégralité de la production artistique de la planète.